Au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Nous allons analyser l'actualité en République démocratique du Congo avec Monsieur Bob Bolaboué. Il est président du parti politique Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux, RPDR. Il est membre du collège de présidents de l'AMOCA. Monsieur Bob Bolaboué, bonsoir. Bonsoir, madame. Mes voeux le meilleur pour... pareillement. Alors, l'actualité en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la démission de 3 membres du gouvernement. Il s'agit de Chéribin Okende, Christian Mwando et Véronique Kilumba, qui sont membres d'ensemble de Moïse Katumbi. Ils ont quitté le gouvernement, ils ont déposé leur démission. Ils disent rester loyal à leur président d'ensemble pour la République. Comment vous analysez ce geste? C'est de l'élégance politique, hein? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense qu'ils étaient membres du gouvernement parce que c'est Moïse Katumbi qui avait négocié avec Félix. C'est Moïse qui a fait qu'il soit membre du gouvernement. Maintenant que Moïse n'est plus avec l'Union Sacrée, il a démissionné de l'Union Sacrée. C'est tout à fait normal que justement ces 3 ministres partent du gouvernement. Mais ce qui est déplorant, c'est le fait de voir qu'il y a d'autres qui ne sont pas partis. Il y a d'autres députés, d'autres membres de l'Ensemble pour la République qui sont restés travailler avec Félix. Cela démontre quelque part la versatilité de l'homme politique congolais. C'est que c'est quelqu'un qui tourne que par rapport à ses intérêts. Donc je salue le geste posé par ces 3 personnalités. C'est vraiment un geste non pas seulement d'élégance, mais de beaucoup de courage et de beaucoup de volonté, quoi. Alors, c'est pas donné à tous les Congolais, cette pratique, effectivement, cette culture des démissionnés. Mais les autres qui sont restés, vous ne trouvez pas qu'ils ne veulent pas laisser le miel? Et en ce moment où nous tendons déjà vers la fin de la législature, c'est vraiment important de démissionner. Mais c'est ce que j'ai dit. S'ils sont membres du gouvernement, s'ils sont dans l'Union Sacrée, c'est par Moïse Katumbi. Rappelez-vous que lorsque Félix avait fait un discours de 6 minutes, il avait demandé, comment dirais-je, de se séparer de FCC. Il avait demandé à ce que d'autres forces puissent le rejoindre. C'est ainsi qu'on avait vu Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba d'ailleurs. Ils l'ont rejoint. Et du coup, le partisan de Bemba, le partisan de Moïse Katumbi, ils sont partis dans l'Union Sacrée. Bon, aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, il est dans l'Union Sacrée. Madame Bazaïba, il est ministre de l'Union Sacrée. Imaginez-vous si demain, par exemple, Jean-Pierre Bemba décidait de quitter l'Union Sacrée et que Madame Bazaïba restait dans l'Union Sacrée. C'est compliqué. Donc, normalement, si aujourd'hui Jean-Pierre Bemba décide de quitter l'Union Sacrée, cela va de soi que Madame Bazaïba doit aussi partir. Maintenant, si Bazaïba ne veut pas partir, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il a goûté au miel, il ne veut plus partir. C'est le cas de ceux qui sont restés avec Moïse Katumbi. Mais quelles valent ces démissions en ce moment? 4 ans après, ils ont déjà accumulé de l'argent, comme tout le monde le sait, mais ils partent en ce moment. C'est déjà la fin de la législature. Bon, le problème, je veux dire que c'est pas seulement par rapport à l'argent, même s'il est vrai, vous avez raison de dire qu'ils ont déjà pris beaucoup d'argent. Mais c'est question aussi de loyauté vis-à-vis de Moïse Katumbi, question de fidélité vis-à-vis de leur, comment dirais-je, comme ils disent même ici, le président. C'est par fidélité. Moi, je suis quelqu'un qui est fidèle, pas seulement en amitié, même en politique. Donc si aujourd'hui, comme je suis avec Martin Fayulu, donc Martin Fayulu montre la voie. Si Martin Fayulu n'est plus d'accord avec, comment dirais-je, la personne avec qui il a signé les accords, tout naturellement, je vais suivre ce qu'il dit. Même si la voie n'est pas bonne, vous allez seulement suivre. Non, c'est pas question de bonne. Je veux dire que si Moïse Katumbi, ils étaient en congrès, ils ont décidé, ils ont réfléchi, ils ont bien vu que, d'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour dire que Jean-Pierre Moïse Katumbi, quelque part, devrait pas demander pardon comme tel, mais reconnaître que Fayulu est un visionnaire, parce qu'ils étaient ensemble à la Mouka, avec Jean-Pierre Bemba, avec Moïse Katumbi, en fait, ils étaient ensemble. Mais lorsque Félix a lancé l'appel pour que les forces vives puissent le rejoindre, Fayulu a dit à Katumbi et à Jean-Pierre Bemba, n'y allez pas, vous serez dessus. Bon, aujourd'hui, si Moïse Katumbi a compris que le fait de partir avec l'Union Sacrée fut une erreur, parce qu'il a compris, et là il est en train de le dire ouvertement,
Bon, quelque part, il veut dire que Martin Fayulu, je me suis trompé. Si j'avais écouté, comment dirais-je, tes conseils, je ne serais pas parti. Donc, je pense que c'est un problème tout simplement de loyauté politique. On est dans un groupe, lorsque le groupe décide de s'engager dans une voie, on y va. Mais lorsque le groupe se rend compte que la voie qu'on avait suivie n'est pas la bonne, tout le monde devait débarquer. Donc je pense que je salue une fois de plus le courage de ces trois personnalités qui ont finalement décidé de quitter l'Union sacrée et de rejoindre la voie du groupe, la voie collective. La voie du groupe, c'est quoi? C'est ce que justement le Congrès a décidé. Voilà. Il y a aussi un autre ministre provincial du Haut-Katanga, qui est aussi membre d'ensemble, qui a démissionné lui aussi. Alors, quelles leçons à tirer par rapport à cette affaire? Ben, par rapport à cette affaire, madame, vous remarquerez que nous sommes à l'approche des échéances électorales. De départ, tout le monde savait très bien que Moïse Katumbi serait candidat. Tout le monde le savait. Et nous sommes à 1 an des échéances électorales. Moïse Katumbi ne pouvait pas continuer à rester avec Félix parce qu'autrement, il devait faire allégeance à Félix. Autrement, parce que j'ai appris que l'Union sacrée doit devenir une plateforme électorale. Donc, si vous êtes membre de l'Union sacrée, donc il faut soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Ben, Katumbi a compris. Lui, il va être aussi candidat, il va diriger ce pays, il n'a pas à soutenir Félix Tshisekedi. D'autant plus que le bilan de Félix est globalement négatif. D'ailleurs, ils disent qu'ils ne veulent pas porter ce bilan-là. Mais moi, je dis que le bilan, ils doivent le partager. Parce qu'ils ont dirigé ensemble. Le fait même qu'ils soient partis de l'Union sacrée. Les gens d'ensemble, là. Oui, bien sûr. Le fait qu'ils soient partis de l'Union sacrée ne nous dispense pas, justement, du bilan. Il doit défendre ses bilans. Si le bilan est négatif, ils sont tous dans cette négativité-là. Ils les portent aussi dans leur dos. Mais bien sûr, c'est la voie de soi. Donc je pense qu'on est à l'approche des échéances électorales. Moïse Katumbi a trouvé le moment est venu pour se séparer de Félix pour des raisons qui sont propres. Ok, d'accord. On est dans la démocratie. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais ce que je crains tout simplement qu'on lui cherche de poux sous la tête. Le fait qu'il soit parti de l'Union sacrée, il ne faudrait pas que ça soit une occasion pour qu'on le disqualifie dans la course, comment dirais-je, à la présidentielle. Voilà, entre-temps, les élections 2023 qui s'annoncent déjà semblent être rudes, hein, avec toutes ces candidatures, Moïse Katumbi, Martin Fayulu aussi, que vous soutenez, et aussi candidat. Et ils ont déjà fait un communiqué, 3 personnalités, Martin Fayulu, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et Denis Mukwege. Vous êtes avec Martin Fayulu, mais les gens fustigent. Comment est-ce que vous mettez ensemble avec, par exemple, Matata Ponyo, qui a des contentieux judiciaires? Non, le problème, ce n'est pas de se mettre ensemble avec Matata Ponyo parce qu'il y a des conseils. Non. Jusqu'à preuve du contraire, Matata Ponyo, il est innocent. La justice n'a pas encore condamné. Donc, il a la présomption d'innocence. À ce niveau-là, c'est mais autrefois, vous, de la Mouka, vous avez fustigé ces détournements de Bukangalonzo. Oui, mais je veux dire... Mais vous avez changé de langage aujourd'hui. Non, on n'a pas changé de langage. Le problème, c'est quoi? Au niveau de la Mouka avec Martin Fayulu, on a fait une certaine analyse de la situation globale du pays sur le plan politique, économique, social et même sécuritaire. Le professeur Denis Mukwege a fait la même analyse. Matata Ponyo a fait la même analyse. On est d'accord sur l'analyse. On l'a publié. Si demain vous étiez d'accord avec notre analyse, vous serez le bienvenu. Le fait d'avoir fait la même analyse ne veut pas dire que comment dirais-je, nous sommes pour l'un pour l'autre. Non. Au niveau de l'analyse. Mais vous êtes mis ensemble. Oui, on s'est mis ensemble justement. Pourquoi pas le faire seul? Il donne son point de vue seul, mais... Non, on peut donner le point de vue tout seul. Martin Fayulu, ce qu'ils ont fait à toi, Martin l'a dit plusieurs fois. Ce qu'ils ont fait à toi, Denis Mukwege l'a dit plusieurs fois. Maintenant, on s'est rendu compte qu'en face de nous, on a un pouvoir qui applique le principe du chien à boire la caravane passe. Il n'écoute pas. C'est un pouvoir qui est sourd d'oreille. Donc on s'est dit que si on se mettait ensemble, l'union faisant la force, peut-être on pourrait nous attendre cette fois-ci. Tout simplement, qu'est-ce que nous demandons?
Quand vous prenez des élections qui se profilent à l'horizon, on se rend compte très bien qu'aujourd'hui, avec Kabila, Joseph, en 2006, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Jean-Pierre Bemba, vous le savez très bien, il avait gagné les élections. Mais parce que Kabila avait la CENI, il avait la Cour constitutionnelle, il s'est imposé. En 2011, avec Papa Tshisekedi, qui avait largement gagné les élections, mais plus Kabila avait la CENI, il avait la Cour constitutionnelle, il s'était imposé. On a revu la même chose en 2011 avec Martin Fayol, qui avait gagné les élections. Mais plus que lui, toujours lui, Joseph, avait et la Cour et la CENI, il nous a imposé Félix. Alors on s'est dit qu'aujourd'hui, on se rend compte que Félix, qui est un très bon élève de Kabila, il a fait pareil. Il s'est battu pour prendre la CENI, il s'est battu pour contrôler la Cour constitutionnelle, parce qu'il veut gagner les élections en 2023. Et là, vous voulez qu'on puisse faire marche en arrière. Nous disons que non. On doit récomposer la CENI. En ces moments, à une année de mais justement, parce que pour récomposer la CENI, ça ne demande pas un mois, même pas 2 semaines. Et vous voulez alors les glissements? Non, pas du tout, pas du tout. Il suffit que les experts se mettent ensemble autour d'une table. Mais ça fait maintenant plus d'1 an qu'on demande ça. On ne peut pas aller, comment dirais-je, aux élections avec une CENI qui est en même temps arbitre et acteur. Non. Nous voulons la récomposition de la CENI parce qu'on estime que ce bureau qui est là, Kadim avec son bureau, il n'y a que le membre de l'Union sacrée. Il n'y a pas le membre de FCC, il n'y a pas le membre de la Mouka, il n'y a que l'Union sacrée. On se dit que non, c'est pas possible. Ceux qui se disent la Mouka, ils ont été débauchés. Ceux qui se disent, comment dire, FCC, ils ont été débauchés. Nous demandons la récomposition justement de ce bureau de la CENI. Et vous croyez que si on récompose la CENI, on ne va pas encore débaucher les membres que vous allez présenter? Non, mais parce que tout ce qui a été là-bas, personne n'a reçu. Je prends la Mouka par exemple. La Mouka n'a jamais écrit une lettre pour dire que j'envoie des gens à la CENI. Non. Il n'y a jamais eu une signature de coordinateur de la Mouka. Non. Ils ont été débauchés. Nous demandons qu'on se mette autour d'une table, qu'on récompose la CENI pour qu'on parte tous avec le même, comment dirais-je, chance, égalité des chances. Or, à ce niveau, la CENI, le bureau tel qu'il est, c'est un bureau qui est complètement acquis à l'Union sacrée. On demande sa récomposition. Et, comme par hasard, Matata Mpono pense pareil. Comme par hasard, Denis Mukwege pense pareil. Faoul pense pareil. Peut-être demain, on entendra que Denis Sessanga pense pareil. Il serait le bienvenu. D'autres forces qui pensent comme nous, ils sont les bienvenus à ce combat-là. On a créé une dynamique. Même vos ennemis, ils peuvent venir. C'est un fourre-tout, là. Le problème, c'est quoi? Nous sommes en tous, parce que les élections, c'est très important. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, notre nation, notre pays, pour un danger, nous sommes dans une période où la nation peut, comment dirais-je, on peut connaître une nation complètement divisée, on peut connaître un pays complètement éclaté. Là, aujourd'hui, avec la guerre qu'on nous mène par le métier national anglo-saxon, qui s'appuie sur, comment dirais-je, le Rwanda, l'Ouganda. Mais à part le Rwanda et l'Ouganda, il s'appuie aussi sur le EAC, cette communauté des États de l'Est africain. Cette communauté, aujourd'hui, ils sont entrés dans la logique de la balkanisation. Donc, notre pays court un danger. Alors, si demain, on ne choisissait pas des hommes valables pour diriger ce pays, ben demain le pays partira. Ce n'est pas la peur des élections qui vous anime, vous avez peur, vous n'avez pas été préparé? Non, mais vous savez que nous, on a appelé à l'enrôlement. Vous, la Mouka, vous êtes toujours là dans les dénonciations. Non, nous continuons à appeler à l'enrôlement. Le calendrier est sorti. Nous sommes d'accord avec le calendrier. Mais nous disons qu'il faut l'améliorer. Il y a certaines choses qui ne sont pas, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais on dit qu'on ira aux élections. Parce que pour ce qui nous concerne, boycotter les élections, ce n'est pas dans notre vocabulaire. On n'est pas là pour boycotter. On ira aux élections. Et contester après? Non, ce n'est pas contester après. On ira aux élections. C'est pourquoi nous demandons de maintenant que le jeu soit comment dire, clair pour tout le monde. Que la CENI soit une CENI neutre et indépendante. Voilà notre demande. Que la Cour constitutionnelle soit, comment dire, une Cour neutre et indépendante. Et tant que ces deux instruments, ces deux organes qui, justement, président, je dirais, à la décision des élections, si ces organes sont dirigés, ou bien contrôlés, ou bien instrumentalisés par un seul groupe, avouez que ce n'est pas normal. Nous voulons justement la récomposition de la Cour constitutionnelle, la récomposition de la CENI, comme ça on ira à armes égales. Mais comment expliquer, vous demandez la récomposition de la CENI, et beaucoup de gens s'étonnent, hein, et Martin Fayol, on l'a vu s'enrôler.
C'est-à-dire qu'il est d'accord. Mais justement, ça veut dire que nous sommes prêts pour les élections. Si on ne s'enrôlait pas, si on contestait justement ce calendrier, on allait dire qu'ils ont peur de l'élection, ils ne veulent pas aller aux élections. Non, nous sommes prêts pour aller aux élections. Nous acceptons le calendrier, mais nous demandons des améliorations, tout simplement. Il faut améliorer, par exemple, qu'on nous présente le budget, qu'on nous présente, comment dirais-je, la cartographie. Il y a beaucoup de choses que nous voulons voir à travers ce calendrier-là, qu'on récompose la CENI. Il y a des exigences que nous sommes en train de mettre en avant, mais nous sommes prêts pour aller aux élections. Remarquez que c'est depuis 2019 qu'ils nous demandent aux élections. On avait dit qu'il faut qu'on parte aux élections anticipées depuis 2019. Donc, ce n'est pas à Lamouka qu'on fera le procès d'avoir peur des élections, non, pas du tout. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, si on accepte de répondre à vos préoccupations en récomposant la CENI, et ça peut aussi être une raison pour les gouvernements de passer au glissement, de repousser la date des élections? Non, le glissement, on n'en veut pas. Vous allez leur donner raison. Hein? Le glissement, on n'en veut pas. Nous sommes contre le glissement. Nous disons que le 24 janvier, Félix doit quitter le pouvoir. Parce que ça se ferait exactement 5 ans qu'il aurait dirigé ce pays. Il peut aussi gagner les élections. Il peut oui, aussi avoir un deuxième mandat. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ira aux élections avant cette date-là. Donc, au 24, ça sera la date de passation du pouvoir. Mais s'il n'y a pas d'élection, il doit partir. Il n'y aura pas un jour de plus. Pour dire que nous sommes pour les élections, on est contre, justement, cette histoire de glissement. Nous sommes contre ça. Pour que le parti prenant se retrouve autour d'une table, ça va prendre juste une ou 2 semaines. Pour répondre. Mais la CENI dit qu'elle a organisé plusieurs fois de rencontres. C'est vous qui brillez par votre absence ou de la Mouka? Mais c'est ça que je vous dis. La CENI a, comment dirais-je, engagé, il a initié beaucoup de rencontres. Mais dans chacune de ces rencontres, on les répète toujours que nous demandons justement la récomposition de la CENI. On ne partirait pas avec ces CENI-là. Autrement, ça serait, comment dirais-je, c'est tirer une balle dans le pied. On ne veut pas de ce bureau de CENI. Quand il a été mis par ses pairs, bon, nous, on n'est pas dans ces combats. Mais nous disons seulement qu'au niveau du bureau, il faut récomposer les bureaux. Il faudrait justement que Lamouka, FCC, Union Sacrée retrouvent leurs délégués dans ce bureau-là. Alors, qu'adviendra-t-il au cas où on ne récompose pas la CENI? On ne répond pas à vos préoccupations. Comment vous entrevoyez l'avenir? Alors là, je pense qu'on avertira. Il viendra un moment, notre demande va expirer. Nous sommes en train de faire une demande. Mais il viendra un moment, on ne demandera plus rien. Mais on avertira, on informera ce qu'on fera. Voilà. Alors, je rappelle que nous recevons M. Bob Bolamboué. Il est président du Rassemblement du Peuple pour la démocratie et le renouveau, RPDR, membre du Collège des présidents de la Mouka. Mais vous savez, je prends par exemple le cas de Fayoul. Fayoul avait gagné les élections, même si on n'a pas voulu reconnaître cela. Officiellement, c'est Félix qui a très bien. Gagné. Mais le résultat qu'on avait attribué à Fayoul, plus de 6 millions de voix qu'on avait attribué à Fayoul. Donc Fayoul nous pèse 6 millions de voix. On ne parle pas de 62%. C'est que seulement la CENI avait octroyé à Fayoul. 6 millions de voix. Quand Fayoul parle, c'est 6 millions de personnes qui parlent à travers Fayoul. Si vous ne voulez pas prendre les paroles de Fayoul en considération, ça veut dire que vous êtes en train de négliger les 6 millions de personnes qui ont fait confiance à Fayoul. Vous comprenez? Et lorsque vous ajoutez le prix Nobel de Mukwege, une grande personnalité connue mondialement, lorsque vous ne voulez pas l'écouter, lorsque vous ne voulez pas écouter Matata Ponyo qui fut le premier ministre de ces pays, c'est ça que nous disons qu'on est en face d'un pouvoir qui applique... Matata Ponyo qui a des problèmes judiciaires, comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui a des problèmes, qui a détourné, oui, non, le problème c'est que... présumé détourneur... Présumé. Vous avez bien dit mais alors, il faut le laisser aller à la justice. Le fait qu'il soit présumé ne fait pas de lui un assassin ou bien... Alors, laissez-le aller à la justice. Pourquoi vous dites qu'on doit arrêter les... Non, mais je veux dire que juste... être devant la justice. Je veux dire que juste à ce niveau-là, la personne présumée a le droit de s'exprimer. La personne... Parce que qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que ce pouvoir de l'Union sacrée est en train d'instrumentaliser la justice. Ils utilisent la justice pour poursuivre les opposants et les résistants. Donc aujourd'hui, la justice est utilisée pour nuire aux intérêts des opposants et des résistants. C'est ce que nous avons compris. Je peux vous citer beaucoup d'exemples. Vous verrez très bien effectivement qu'on a affaire avec un pouvoir qui instrumentalise la justice. Ça, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, je ne suis pas là, moi, pour défendre Matata Ponyo, mais je défends tout simplement son message.
ses idées. Il dit qu'on doit récomposer la CENI. Il dit que même la Cour constitutionnelle est à récomposer. Je suis d'accord avec lui. On nous dit par exemple qu'il faut qu'on se mette autour d'une table pour que les parties prenantes puissent ensemble décider du sort du pays. Je suis d'accord avec ça. Mais par rapport à la situation sécuritaire, vous demandez de communiquer de ces trois personnalités, dont Martin Fayulu, dont qui vous êtes proche de lui. Vous demandez notamment la levée de l'état de siège, quitter l'EAC, construire un mur, c'est ça, avec mur de séparation avec le Rwanda. Qu'est-ce que vous pensez des efforts du chef de l'État sur cette situation sécuritaire? Voilà ce que nous pensons. Moi, j'ai suivi une fois le discours de Félix. Il a dit ceci. Quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai pris contact avec tous les pays voisins. J'ai mis en place, comment dirais-je, une diplomatie de proximité avec les pays voisins. J'ai signé des accords avec le Rwanda. Je leur ai donné, comment dirais-je, l'or qui puisse exploiter notre or. Une entreprise qui est au Rwanda qui exploite l'or du Congo. J'ai signé des accords avec l'Ouganda. Ils vont construire une autoroute transnationale. J'ai signé des accords avec le Burundi. Ils vont mettre en place le rail, tout cela. Mais je me suis rendu compte, malgré tout ce que j'ai redonné, le Rwanda est en train justement de travailler avec le M23. À partir de ce moment, on avait deux choix. Ou bien continuer avec la diplomatie, ou bien opter pour la guerre. Nous avons continué avec la diplomatie, madame. Il a bien dit que la diplomatie a échoué. Comment voulez-vous continuer avec la diplomatie? Nous pensons que quelque part, il sait ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, le Congo, tel que nous sommes là, on est un grand pays. La première des choses à faire, c'est organiser notre armée. On n'a pas droit, on n'a pas raison. C'est ce qui est en train de se faire. On est en train de recruter les jeunes dans l'armée. Oui, mais en même temps, on ne doit pas. Et aussi, il y a la levée de la maison de notification. Il faut attendre maintenant. Très bien, mais moi je vous dis ceci. Cette communauté des États de l'Est africain, aujourd'hui, par exemple, M23, on nous dit qu'il a quitté Kibumba. Mais il ne veut pas que l'armée congolaise puisse occuper l'espace. C'est l'EAC qui doit occuper l'espace. Mais ces zones tampons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons plus le pouvoir de notre souveraineté sur cet espace-là ne nous appartient plus. Donc c'est le EAC maintenant qui doit contrôler cet espace-là. C'est pas normal, madame. Le EAC, écoutez, madame, prenez l'acte qui crée le EAC, prenez cet acte-là, chapitre 4. On nous dit ceci. L'EAC a pour mission, dans un premier temps, les États membres de l'EAC, on va aller vers l'union douanière, après on ira vers le marché commun, ensuite on deviendra une fédération. C'est que le Congo sera un État fédéré. Le Congo, l'Ouganda, le Rwanda, avec le Sud-Soudan, on deviendra un seul pays dans une fédération. Bon, on peut être pour ou contre, ça c'est pas le débat. Mais le problème c'est quoi? Pour signer un tel acte, madame, il faut demander le peuple congolais, à travers par exemple un référendum, à travers le Parlement par exemple. Félix n'a pas à signer à lui tout seul un tel engagement. Notre pays est devenu un État fédéré avec ces petits pays-là. Et en plus, ils disent que on peut céder une partie de nos terres si le besoin se fait sentir au niveau de l'EAC. Mais le Rwanda, quelle partie de terre qui va céder? Ou l'Ouganda? Donc c'est le Congo qui va céder les terres. Non, madame. Demain, nous, au pouvoir, on sort de l'EAC, on quitte le EAC. Voilà tout simplement. C'est votre souhait dans les communautés. Non, ce n'est pas un souhait, c'est un engagement. Demain, on prend le pouvoir avec le peuple congolais, on quitte le EAC parce que c'est une histoire qu'on a mis là pour nous balkaniser. Donc, ils ont essayé par la force militaire. Peut-être que le peuple a résisté. Maintenant, ils veulent prendre le pays à travers comment dirais-je, des astuces. Non, on n'est pas d'accord. Donc, nous demandons à ce que le Congo quitte le EAC. Parce que le EAC, c'est une manière justement de morceler notre pays, de nous balkaniser tout simplement. Voilà. Nous disons ceci, même au niveau de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Mais c'est bizarre. Le Congo, c'est le plus grand pays de la francophonie. Tout simplement. Mais on nous met une dame qui est anglophone, la Rwandaise qui est là-bas. Et cette dame n'est pas neutre. Il n'arrive pas à condamner justement le Rwanda. Pour ce qui nous concerne, ou alors on suspend. Quitter toutes les organisations. C'est non, ce que vous voulez non, dire. les organisations qui militent contre nos intérêts. Tout simplement. Là, vous avez cité l'EAC, la francophonie. Mais bien sûr, bien sûr. Et quoi encore?
Parce qu'on ne peut pas aussi rester dans l'isolement. Hein. Pas du tout, mais je veux dire que si on quittait par exemple le EAC, on n'aura rien perdu. Pendant plus de 60 ans, on n'a jamais été dans le EAC, le pays a toujours fonctionné. Pareil avec l'OIF là. Donc si on continue comme ça, le Congo, grand pays francophone, n'étant pas dans l'OIF, la France va réfléchir 2 fois. Vous comprenez? Donc on dit seulement que on a affaire avec un manque de leadership au sommet de l'État, dont le pays n'est pas vraiment dirigé. Pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de ces condamnations? C'est pas parce que les chefs d'État haussent le ton, parce qu'ils dénoncent. Alors on voit non, les chefs d'État n'osent pas le ton. Je veux dire que l'agression. Madame, les chefs d'État. Même à la tribune du Conseil de sécurité. Le chef de l'État, comme vous le dites, M. Félix Tshisekedi, il est le produit de la diaspora. La diaspora en Belgique, en France, en Angleterre, partout. Ça fait plus de 30 ans. On se bat contre la balkanisation. Lui, il connaît ce que c'est la balkanisation. Arrivé au pouvoir, il devait faire attention, il devait commencer par préparer l'armée, organiser l'armée. On sait très bien que notre armée est complètement... C'est pas à coup de baguette magique. Oui, mais justement, jusque-là, 4 ans après, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'armée? Notre armée a connu, comment dire, de fusion, a connu, comment dire, l'intégration. Tout cela. Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui qu'on a extirpé tous ces infiltrés? Il y a beaucoup d'infiltrés dans notre armée. Les infiltrés rwandais et ougandais, ils sont dans notre armée. Comment voulez-vous réformer l'armée si vous ne commencez pas par mettre tous ces gens dehors? Pas possible. Vous pouvez acheter des armes telles que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais tant qu'il y aura ces infiltrés dans notre armée, ils seront toujours prêts à nous trahir. Et ça, c'est le drame du Congo. Nous demandons à ce que notre armée soit réformée. Mais cette réforme passe aussi par le fait que tous ces infiltrés doivent partir. Mais ça, ce n'est pas le souci de Félix. Félix parle de la diplomatie. Tu ne peux pas mener une diplomatie forte si vous n'avez pas une armée forte. Une diplomatie forte se repose sur une armée forte. Or, notre armée aujourd'hui est affaiblie. Donc, on ne peut pas avoir une diplomatie forte. Pas du tout. Alors, on est en train de subir. On est en train de quémander. On est en train de supplier, de demander, hey, 23, partez chez nous. Partez chez nous. Non. On devrait appliquer la force pour les chasser, tout simplement. Alors vous êtes là, vous critiquez la manière de faire du chef de l'État par rapport à cette situation sécuritaire, vous de la Mouka. Alors quelle solution efficace? Monsieur Bob Bolambwe, que je rappelle qu'il est président du Rassemblement du Peuple pour la Démocratie et le Renouveau, RPDR, il est membre du collège des présidents de la plateforme La Mouka. Oui, effectivement. Alors qu'est-ce que vous apportez comme solution efficace pour que, voilà, déjà il y a ceci. Cette situation qui a longtemps... Le pays est en danger. Le pays est agressé. Tout simplement. Dans d'autres cieux, un président devrait réunir toute la classe politique congolaise. Ah, vous voulez les dialogues pour partager le pouvoir? Non, mais voilà, ça c'est tout de suite partager le pouvoir. C'est pas ça la question. C'est pas la question du pouvoir. Je dis que dans d'autres cieux, en France par exemple, en Belgique ou ailleurs, lorsque le pays est agressé, celui qui joue le rôle du président, il réunit la classe politique congolaise. Mais il a fait la mobilisation. Mais attendez, non, c'est pas comme ça, ça se passe comme ça. Ça se passe pas comme ça. Il devait réunir de parties prenantes. C'est que le FCC, la Mouka, l'Union sacrée, la société civile, autour d'une table. Voilà, le pays est agressé. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque partie prenante devait apporter son cahier des charges. Nous, la Mouka, voilà ce que nous pensons. Nous, FCC, voilà ce que nous pensons. Nous, société civile. Maintenant, on fait la synthèse, on prend une décision. Le pays n'appartient pas seulement à Félix. Le pays appartient à moi et à vous aussi, à Fayoul, tout comme, comment dirais-je, à tous les Congolais. Donc, il ne doit pas gérer le pays comme si c'est une affaire personnelle. Demain, si on n'a plus de pays, mais c'est tout Congolais qui sera, comment dirais-je... Mais les dialogues, là, où se mettre sur une table... On ne partage pas le pouvoir, non, madame. On se met autour d'une table. Pardon? Beaucoup viendront avec cette idée. Ils savent que quand ils viennent, il y aura un partage de... Non, c'est ce que vous croyez. Nous avons dit qu'on se met autour d'une table. Chacun donne ses propositions. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, on aura des propositions sur la table. On dit qu'on va partir du pouvoir. Non, pas du tout. Par rapport à ça, voilà ce qu'il faut faire. Parce que peut-être Félix croit que lui, il a raison. Peut-être d'autres voix discordantes pouvaient apporter la solution. Le pays, c'est le pays de tout le monde, c'est pas seulement son pays. Il n'est pas à décider comme ça. Non. Quand le pays est en danger, il devait réunir toute la classe politique congolaise autour d'une table, discuter, voir on fait comment. Pourquoi nous sommes agressés? Qu'est-ce qu'on fait?
On a signé des accords. Quel accord? Depuis Mouzé, on a signé quoi comme accord? Je ne veux pas signer quoi? Vous-même, vous avez signé quoi? On met tous les accords sur la table. Maintenant, par rapport à ces accords, on fait comment? On prend quelle décision? On discute. Et puis, on avance. Parce que le pays, c'est le pays de tout le monde. Il ne faut pas qu'il dirige le pays comme si c'est une affaire personnelle. Non. Le pays est agressé. Il peut faire ce qu'il... Lorsque, par exemple, il dirige le pays tous les jours, bon, ça, c'est pas un problème. Mais là, la nation est en danger. Ça concerne tous les Congolais. C'est pas seulement un problème des lieux sacrés. Non, madame. Nous disons que les propositions sortiront justement de cette réunion, de cette table ronde, où on ne va pas demander le pouvoir. On verra seulement avec nos idées. On ne peut pas que c'est un nouveau pouvoir, non? Vous donnez vos idées, vous partez. Effectivement, on donne les idées, on ne part pas. On donne les idées et puis on attend les applications des idées. Il faut les appliquer. Si on fait une synthèse, si par exemple, Damouka apporte ses idées, l'Union sacrée apporte ses idées, la société apporte ses idées, FCC apporte ses idées, voilà, on fait la synthèse, on prend des résolutions. Maintenant, on suit ce qui va se passer. Alors, dans ces cas-là, tout le monde est concerné. Dans ces cas-là, quand on appelle à la mobilisation, tout le monde est mobilisé. Voilà ce que nous pensons. On ne peut pas dire que mobilisez-vous, alors que vous-même, vous êtes parmi le problème de cette histoire-là. Mais vous, de l'amour, on vous accuse aussi de tout voir au noir, même quand ça marche. Même vous le pays, ça marche dans ce moment. Vous ne même pas quelque chose de bien que les chefs d'État ont fait. Quand vous dites que quand ça marche, prenez votre micro-baladeur, circulez partout, demandez des mamans au marché, ils vous disent que ça marche. Non, ça ne marche pas. Les gens commencent même à réalité Kabila. Kabila fait partie des gens qui ont Kabila qu'on a critiqué. Kabila fait partie des gens qui ont détruit ce pays. Ça, je le confirme là. Mais aujourd'hui, certaines personnes commencent à réalité Kabila. Parce qu'ils comparent. Ils disent que oui, autant de Kabila, c'était pas comme ça. Avec la gratuité de l'enseignement. Ah, mais quelle gratuité d'enseignement? Avec la construction de routes. Quelle route? La réhabilitation. Tous les jours, nous sommes les embouteillages ici. Moi, pour venir ici, j'ai pris une moto. Les embouteillages, tous les jours. On a construit quoi? Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qu'on a construit? Rien. Autrement, on n'aurait pas tous ces embouteillages-là. On devait construire des voies secondaires pour essayer un peu comment dirais-je, de faire en sorte que le pays puisse respirer. Mais on n'a rien construit, madame. On a réhabilité certaines avenues, mais ça ne marche toujours pas. Alors, monsieur, je ne parlais même pas des gens qui sont en train de mourir. Lorsqu'il y a plus, des réseaux partout. Parce qu'on n'a pas mis en place une politique, comment dirais-je, de voir comment est-ce que l'idée contre des érosions. Tout cela, non. Alors, monsieur Bob Olambo, nous ne pouvons pas terminer l'émission sans parler des opérations d'enrôlement et d'enregistrement des électeurs qui s'y font à travers la première phase de ces opérations d'enrôlement et d'enregistrement des électeurs. Monsieur Bob Olambo, bien sûr, il y a certains couacs et déjà la CENI nous déjà annonce déployer ses ingénieurs pour trouver des solutions à ces divers problèmes. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, on voit le train des élections est déjà en marche. Madame, écoutez, on a dit un mois pour l'ère, le combat direct numéro 1, tout ça. Mais un mois, ça ne suffira pas, madame. Déjà, on l'avait dit. Attendez, on avait déjà dit qu'un mois, ce n'est pas suffisant. Avec tout ce qu'on a connu là, le 24, le 25, je veux dire que vous partez vous enrôler, au lieu de prendre 7 minutes, comme on l'avait dit, ben, certains sont en train de prendre 22 minutes, 30 minutes. Vous croyez qu'on va enrôler tout comment dirais-je, le quinoa? Vous croyez, dans le mois de par exemple, le 24 et le 25, on n'avait rien fait? Il n'y avait rien? Donc, c'est déjà 2 jours de perdu. Et lorsque ces techniciens, ces gens qui sont là-bas, ils ne savent même pas manier des ordinateurs. On a pris n'importe qui, on l'a mis là-bas, peut-être pour des raisons électorales. Mais ça ne marche pas. Alors, je vous dis qu'un mois, ça ne serait pas suffisant. Qu'est-ce que nous on propose? On dit ceci. Si on peut faire 2 mois d'enrôlement dans l'ère numéro 1, dès qu'on termine, l'ère numéro 2 et numéro 3, on commence le même jour. On fait 2 mois également. Ça va faire 4 mois au total. On donne des propositions, madame. Parce qu'avec le 1 mois, d'autant plus que le kit qu'on va utiliser ici, par exemple dans l'ère numéro 1, ce n'est pas le même kit qu'on va utiliser dans l'ère numéro 2, numéro 3. Alors pourquoi ne pas commencer le même jour? C'est qu'on prend 1 mois pour la partie ouest, et maintenant, lorsqu'on aura 2 mois, lorsqu'on aura terminé, les 2 parties qui restent là, ils commencent le même jour, ils vont se prendre 2 mois, 4 mois, on aura fait. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Nous sommes pour les élections, on donne même des propositions, nous voulons avancer, parce qu'on veut faire partir ce pouvoir le plus rapidement possible.
Merci, Monsieur Bob Boulambois. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs d'Au-delà de l'actualité. Nous avons reçu le président du Rassemblement du Peuple pour la démocratie et le renouveau RPDR, membre du collège du président de la MOUCA. Au prochain numéro, nous allons nous retrouver. Mes vœux le meilleur pour la nouvelle année 2023. On se retrouve l'année prochaine. Au revoir.